Bonjour à tous, à suivre dans un instant la suite et la fin de l'examen de la réforme pénale au Sénat. Le texte a été adopté hier par les sénateurs, par l'ensemble des forces de la gauche, tandis que l'UMP et les centristes ont voté contre, à l'exception notable du sénateur UMP Jean-René Lecerf qui, lui, s'est abstenu. Alors, le texte qui a été adopté est profondément modifié par rapport à celui de l'Assemblée nationale, avec notamment la contrainte pénale qui devient une mesure autonome, une peine autonome dans la version du Sénat. Alors cette contrainte pénale, c'était l'une des mesures phares du texte. Dans la version de l'Assemblée nationale, le juge pouvait la prononcer à l'égard des coupables de délits passibles de 5 ans de prison et moins. C'était une peine de probation, c'est-à-dire en milieu ouvert, en extérieur, assortie d'obligations pour les condamnés. Et dans la version du Sénat, à l'initiative du rapporteur socialiste Jean-Pierre Michel, cela devient la seule peine que les juges puissent prononcer pour un certain nombre de petits délits. Autres modifications de taille qui ont été apportées au texte, l'atténuation d'un tiers de la peine pour les coupables qui sont des malades mentaux, le fait de remettre en place la rétention de sûreté ou encore la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. C'est d'ailleurs par ce moment que je vous propose de commencer la séance ce matin. Article 19b. Je suis saisie de 3 amendements identiques. Le premier, c'est M. Lecerf qui le présente. Oui, c'est un amendement par lequel les auteurs s'opposent à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Ils s'y opposent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la loi qui les a mis en place est une loi très récente et qu'il faudrait peut-être laisser du temps au temps pour pouvoir juger de leur pertinence, même si je reconnais que les premiers mois ou les premières années de fonctionnement ne sont pas particulièrement en faveur de leur efficacité. Mais d'autre part, il s'agit effectivement d'un texte qui intéresse les mineurs. Cette loi ne concerne pas effectivement les mineurs, donc je pense que cette suppression a difficilement sa place dans ce texte de loi. Et enfin, nous attendons tous une réécriture de l'ordonnance de 45, qui est aujourd'hui devenue quasi illisible après les dizaines de modifications qui ont été réalisées. Et il nous pense que si évolution il doit y avoir, elle trouverait davantage sa place dans cette réécriture de l'ordonnance de 45. Je vous remercie, M. Lecerf. Le 31 rectifié, M. Capo-Canellas. Merci Madame la Présidente. Après avoir débattu de la rétention de sûreté, nous ouvrons un autre dossier symbolique et important avec l'hypothèse de suppression du tribunal correctionnel pour mineurs. J'observe, Madame la Ministre, que nous nous rejoignons, sans doute pour des motifs différents, mais en tout cas, la convergence d'amendements montre sans doute que le sujet n'est pas aujourd'hui mûr et qu'il n'est pas, en tout cas dans ce cadre. La question de la délinquance des mineurs est tout de même tellement prégnante qu'il me semble qu'on ne peut pas la traiter par petits bouts et que, sans doute, faut-il examiner cette question dans un cadre plus global, notamment dans le cadre d'une réflexion sur l'adaptation de l'ordonnance de 1945. C'est bien sûr un sujet particulièrement sensible, mais outre le fait que la création de ces tribunaux correctionnels pour mineurs est relativement récente et qu'il est difficile d'en tirer le bilan aujourd'hui, je voudrais rappeler que le fait de passer devant un tribunal correspond à une charge symbolique et donne une solennité qui peuvent apparaître nécessaires à la compréhension par le mineur de la réalité des actes qu'il a pu commettre. Je vous remercie. Merci, M. Capo-Canellas. Le 96, présenté par Madame la Ministre, qui est identique. Oui, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, donc c'est votre commission des lois a adopté la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Et le débat, vous avez suivi le débat à l'Assemblée, le débat avait été long, vif, parce que des députés avaient souhaité supprimer ces tribunaux correctionnels pour mineurs. Ces tribunaux correctionnels aux mineurs, vous savez que c'est une excroissance procédurale, hein, que c'est une disposition qui a été introduite dans la loi et qui donc concerne, qui s'inscrivait dans la dynamique d'un rapprochement de la justice des mineurs en justice des majeurs.
C'est dans cette dynamique que cette disposition a été prise. Et puis, dans une période où la parole politique posée sur cet acte-là consistait à faire apparaître la délinquance des mineurs comme une délinquance en explosion, une délinquance de plus en plus grave, de plus en plus violente, de plus en plus massive. Or, les statistiques ne disent pas ça. Les statistiques ne disent pas ça. Ça n'exclut pas qu'il y ait des cas, et d'ailleurs, en général, quand on prend un exemple, c'est toujours le même. Ça n'exclut pas qu'il y ait, et pas seulement un cas, sans doute, il peut y en avoir quelques-uns, ça n'exclut pas qu'il y ait des cas de mineurs qui se livrent à des délinquances graves ou répétitives, qui réitèrent, qui récidivent, ça n'exclut pas des cas, mais la délinquance des mineurs elle-même, au contraire d'ailleurs, elle a stagné ou légèrement baissé, elle a baissé. En termes de statistiques, sur les 10 dernières années, le nombre de mineurs incarcérés est le même. La part de la délinquance des mineurs dans l'ensemble de la délinquance a baissé, j'ai en tête une histoire de 18%, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, elle a 18%, c'est ça. Elle a légèrement baissé. Donc voilà, il y a eu un discours sur la justice des mineurs, et c'est ce qu'on entend, on a entendu en plusieurs, que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'avant, etc. Bon, il demeure que c'était ça le contexte. C'était pour machin, c'est pas pour porter un jugement de valeur, quoi que j'en pense, mais c'était juste pour tracer le contexte. Et donc, dans cette logique, ces tribunaux correctionnels pour mineurs ont été mis en place. Moi, et quoi qu'on en pense, lorsqu'il s'agit d'agir au nom de la puissance publique, je ne me contente pas de mes convictions personnelles ni de mes propres élans, je veille à vérifier les choses. Donc, une des premières choses que j'ai faites a été d'interroger les chefs de juridiction sur le fonctionnement de ces tribunaux correctionnels pour mineurs, et tous ont souhaité la suppression de ces tribunaux. En tout cas, tous ceux qui se sont exprimés ont exprimé leur volonté, leur souhait de la suppression de ces tribunaux correctionnels pour mineurs. Certains, pour des raisons de conviction, au sens où ils considèrent que la justice des mineurs doit rester une justice spécialisée, que c'est la tradition française avec la création du juge pour enfants en 1912 et l'ordonnance sur l'enfance délinquante de 1945, que c'est la tradition française d'avoir une justice spécialisée pour les mineurs. Donc certains, par conviction, souhaitaient la suppression, et d'autres, pour des raisons pratiques, ont souhaité la suppression en disant que cela complique la gestion des juridictions, puisque c'est une juridiction qui se réunit sous forme collégiale, que ça encombre, que ça complique, et qu'au niveau des décisions, le résultat est à peu près le même, parce qu'il n'y a pas de condamnation plus sévère ni plus massive par les tribunaux correctionnels pour mineurs que par les tribunaux pour enfants. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité que j'ai fait suivre régulièrement, c'est-à-dire que régulièrement, j'ai fait voir dans les juridictions si les juridictions ont recommencé à convoquer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Donc, la position des praticiens, des professionnels demeure pour celles qui s'expriment, et elles s'expriment sur des sensibilités différentes, puisque je viens de dire que certains l'ont dit par conviction, d'autres juste pour des raisons pratiques d'organisation de leur juridiction, c'est qu'il faut supprimer ces TCM. Le gouvernement ne souhaite pas que dans ce texte, cette suppression ait lieu, parce que le gouvernement considère que c'est un texte sur les délits, donc autant que possible on écarte aussi bien les dispositions relatives aux longues peines que les dispositions relatives aux mineurs. Pour ma part, je répète qu'il est souhaitable, pour le bon fonctionnement, y compris pour la bonne administration de la justice, qu'il est souhaitable que ces tribunaux correctionnels pour mineurs soient supprimés. Voilà. Donc je vous expose le souhait du gouvernement par cet amendement que les TCM ne soient pas supprimés dans ce texte, mais je ne me cache derrière aucun paravent. Je vous dis très clairement que, aussi bien pour ce qui me concerne en tout cas, par conviction, comme certains magistrats qui pensent que la justice des mineurs doit rester une justice spécialisée, comme la plupart d'entre vous, je crois, parce que l'ordonnance de 1945 était une production législative d'un moment de grande unité nationale, de grande union nationale. C'est le Conseil national de la résistance, ce sont des forces de la résistance qui ont une sensibilité de droite, une sensibilité de gauche, une sensibilité du centre qui se retrouvent, toutes ces personnes-là. Les gouvernements qui suivent sont des gouvernements qui sont animés
Je pense par exemple notamment au garde des Sceaux de l'époque, c'est-à-dire M. de Menthon, qui était centriste, me semble-t-il, en tout cas républicain. Je pense à M. Tedjen, ensuite, garde des Sceaux. Donc c'est une production législative d'une époque où il y avait une convergence de la conception politique sur la façon dont la société devait traiter ses enfants, y compris ses enfants délinquants. Donc voilà, je le dis, moi j'ai cette conviction-là aussi. Et puis en plus, du point de vue pratique, en qualité de garde des Sceaux, pour la bonne administration de la justice, je pense que, conformément à la demande de nombreux chefs de juridiction, il est souhaitable de supprimer ces tribunaux correctionnels pour mineurs. Il demeure que, voilà, je vous présente un amendement du gouvernement qui vous demande de ne pas maintenir dans ce texte, ça s'appelle la bipolarité. C'était une parenthèse. De ne pas maintenir dans ce texte la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Merci Madame la Ministre. J'en appelle à Monsieur le rapporteur sur ces 3 amendements identiques. Je serai bref puisque Monsieur le Président Sueur souhaite ajouter quelques mots. La Commission a rejeté fort heureusement ces 3 amendements. Fort heureusement, car pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le cadre d'un texte qui est de nature correctionnelle. Vous avez demandé, Madame la garde des Sceaux, à Monsieur le Premier ministre Ayrault, de me confier une mission parlementaire sur la PJJ, mais plus largement sur les mineurs. Tous les magistrats que j'ai rencontrés, de la tête aux pieds, sont contre cette nouvelle juridiction. Tous. Et demandent l'abrogation le plus rapidement possible, car d'une part, ça désorganise les tribunaux, et d'autre part, franchement, le résultat des condamnations, etc., enfin, on voulait qu'elles soient plus sévères, paraît-il. Elles ne sont pas plus sévères. Bon, donc, faisons-le tout de suite, aujourd'hui, et pour ma part, y compris en commission mixte paritaire, je pense que c'est un amendement sur lequel il faut tenir bon, mes chers collègues sénateurs, qui avaient souvent montré la voie en matière de liberté publique. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président Sueur. Oui, Madame la Présidente et Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur, moi je suis très attaché bien sûr comme vous tous à des principes. Tout à l'heure à propos de la rétention de sûreté, cette idée très forte selon laquelle dans la République française on est jugé, condamné pour des faits et non pour des virtualités. Et cet héritage de 45, dont vous avez magnifiquement parlé, Madame la Ministre, qui instaure une spécificité de la justice des mineurs parce qu'on considère que le mineur est un être en devenir. Alors, il y a des tas d'arguties pour expliquer que cela serait suranné, que ça ne correspondrait plus à la réalité. Il y a bien sûr des évolutions dans la société. Mais enfin, qui va désespérer du cas d'un jeune, ni d'ailleurs d'un adulte, mais a fortiori d'un jeune, d'un mineur? C'est pourquoi je n'ai pas grand-chose à ajouter à votre magnifique plaidoyer, Madame la Ministre. Vous avez dit, comme Monsieur le rapporteur, que tous les magistrats que vous avez rencontrés, je pensais qu'il fallait supprimer ce tribunal pour mineurs. Dans le rapport de notre collègue Jean-Pierre Michel, je lis, page 185, « La création de ces tribunaux relevait clairement d'une logique tendant à rapprocher autant que possible la justice des mineurs de celle des majeurs. Cette logique ne reçoit pas l'approbation de votre commission, qui considère que la spécificité de la justice des mineurs doit perdurer, conformément au principe qui a guidé à la rédaction de l'ordonnance du 2 février 1945. Alors, j'ai bien compris la force de votre conviction, Madame la Ministre, et aussi la force de votre explication, en vertu de laquelle il était préférable que cela ne figurât pas dans le présent texte. Ce n'est pas bipolaire. Ce sont 2 éléments. C'est peut-être dialectique. Mais en tout cas, Madame la Ministre, j'ai lu avec soin, comme toujours, l'objet de votre amendement numéro 96. Et je le lis. Le gouvernement n'est pas hostile à la suppression du tribunal correctionnel des mineurs.
mais il estime que cette question doit être examinée dans le cadre d'une réforme d'ensemble de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Cela est bien dit, cela est bien écrit, Madame la Ministre, et je me permets ici simplement d'appeler de mes vœux. On peut former. Mais non, mais Madame la Ministre, je pense, écoutez, il y a beaucoup de sujets à l'ordre du jour du Parlement. Et je suis très calme. Il y a beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Le matin, le midi, le soir. Bien. Il y a des procédures à n'en plus finir. Cet après-midi, nous en parlions avec Philippe Kaltenbach à l'instant. Cet après-midi, nous avons assisté à la mise en œuvre d'une procédure. Et nous respectons les procédures. Bon. Mais seulement, moi je dis que dans l'emploi du temps, il y a des priorités. Et moi, je me permets de dire que je considère que ce serait une priorité pour les prochains mois, pour l'examen au Parlement, de ce que vous appelez de vos vœux, c'est-à-dire une réforme d'ensemble de l'ordonnance de 1945. Parce que je crois que la question des mineurs, de la délinquance chez les mineurs et des mineurs dans notre société, Madame la Ministre, est une vraie question dont moi je considère qu'on doit trouver le temps dans les prochains mois, de traiter de cette question. Elle est au moins aussi nécessaire que beaucoup d'autres. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Capo-Canella. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois qu'il ne faut évidemment pas stigmatiser les mineurs. Et nous devons aborder cette question avec sérénité. Je remercie Madame la Garde des Sceaux des éléments d'analyse qu'elle a bien voulu nous communiquer et de la réflexion d'ensemble qu'elle a essayé de poser avec nous. J'entends les arguments de fond et les arguments pratiques que vous évoquez, Madame la Ministre, pour dire que, à un terme relativement bref, vous estimez qu'il faut pratiquer cette suppression pour la bonne administration de la justice. Ce débat-là n'est pas tabou, on peut l'ouvrir, et on peut l'ouvrir dans le cadre global que vous avez évoqué. Pour autant, sur les statistiques que vous avez évoquées, vous me permettrez en tout cas d'être dubitatif, parce qu'il est des territoire, il est des parties de notre vieille France où la question de la justice des mineurs se pose avec une acuité particulière et où il y a un certain nombre de phénomènes qui, malgré tout, ont une réalité statistique. Bon. Je pense que cette question doit être traitée dans un cadre global et avec sérénité, comme vous le disiez. Je crains qu'adopter ici cette disposition de suppression est un double effet négatif. Je m'explique. Elle ne prend pas en compte la globalité du sujet. Et deuxièmement, si nous supprimons à ce stade, dans ce texte de loi, les tribunaux correctionnels pour mineurs, cette mesure-là sera immanquablement additionnée par un certain nombre de contrevenants. Et ça sera très clair pour eux. Ils considéreront que pour certains délits, la prison n'existe plus, premier point. Et ils considéreront qu'en plus, on a supprimé le tribunal correctionnel pour les mineurs. Je pense que ce sont deux signaux qu'il ne faut pas adresser en même temps et qu'il faut détacher les deux questions. Attention au signal qu'on donnera pour un certain nombre de réitérants pour lesquels on a un travail de prévention à faire, pour un travail de lutte contre la récidive. Et si on additionne ces deux mesures, je crains au contraire l'effet négatif. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Mohamed Swalihi. Oui, Madame la Présidente, la question est importante. La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ne veut pas dire impunité pour les mineurs. Il faut le préciser. Cela va de soi, mais il faut le préciser. Il y a des cas où il y a des sujets qu'on peut remettre à demain, mais celui-ci, symboliquement, par son importance, parce qu'il touche à la spécialisation de notre justice des mineurs, il faut le régler tout de suite. C'est pour cela que je vous demande, compte tenu de l'importance du sujet par rapport à la place spécifique de la justice de nos mineurs dans notre droit répressif, eh bien faisons-le immédiatement, parce que c'est un sujet qui ne peut pas attendre symboliquement. Merci, chers collègues. Monsieur Le Cerf.
Présidente, pour dire simplement que je rejoins totalement l'argumentation qui était développée par mon collègue Capo Canellas. J'ajouterais que les dispositions essentielles de l'ordonnance de 45 ont été constitutionnalisées, qu'il s'agisse effectivement de la primauté de l'éducatif sur la sanction, qu'il s'agisse également de la diminution de l'importance des peines. Et cette constitutionnalisation aujourd'hui protège ces dispositions essentielles. Je ferai également observer que la loi, lorsqu'elle a été la loi qui portait notamment, ce n'était pas la seule disposition, qui portait notamment création des tribunaux correctionnels pour mineurs, a été soumise au Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel en a effectivement reconnu la constitutionnalité. Et je terminerai en disant qu'il me paraîtrait être réellement une décision à la sauvette que de décider dans la fin effectivement d'un débat sur ce texte important à 10, pardonnez-moi, dans l'hémicycle, de supprimer cette disposition et de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs de cette manière-là. Je vous remercie, Monsieur Le Cerf. Madame Cukierman. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, on peut regretter le nombre que nous sommes à la fin de cette discussion. C'est en même temps une discussion que nous avons eue en commission et je crois en tout cas pour un certain nombre de groupes présents ici, nous nous étions fortement opposés à leur création il y a quelques années sous le précédent gouvernement. Donc ce débat se poursuit et s'inscrit en quelque sorte dans la continuité. Bien évidemment, nous aurions toutes et tous, j'ai même envie de dire, à commencer par vous, Madame la garde des Sceaux, souhaité avoir un texte sur la justice des mineurs qui puisse trouver le temps dans ce calendrier parlementaire assez contraint finalement pour remettre à plat cette ordonnance de 45, en garder bien évidemment sa substantifique moelle et la mettre au diapason de ce 21e siècle. En tout cas, cela n'est pas le cas, n'est pas possible en l'état. Et pourtant, avec ce texte qui vise à individualiser mieux les peines, à prendre en considération la spécificité finalement de chacune et de chacun, nous pensons que introduire la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs est un acte fort, tout d'abord, parce qu'il s'inscrit aussi dans la volonté d'une autre justice plus largement, et puis il s'inscrit dans cette démarche un petit peu plus large en élargissant bien évidemment le champ du texte d'éviter les généralisations. Je crois que c'est plus qu'un symbole, un acte fort de supprimer ce tribunal correctionnel parce que, vous l'avez rappelé, il n'a finalement pas été mis en place pour répondre à un problème, mais il a été mis en place parce qu'il fallait apporter des mesures qui satisfont l'opinion publique dans l'immédiateté et qui ne résout pas forcément les maux de la société sur le long terme. Donc, pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous ne voterons pas ces amendements qui visent à supprimer la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs. Merci, Madame Cukierman. Monsieur Kaltenbach. Oui, il est certain que tous nous aimerions débattre d'une grande loi sur la justice des mineurs, mais nous avons l'opportunité aujourd'hui de supprimer ces tribunaux correctionnels pour mineurs qui, à l'usage, ne servent à rien. Et au bout d'un moment, il faut quand même aussi regarder l'efficacité des dispositifs qui sont votés par le Parlement. Depuis 2 ans, nous le constatons, c'est inefficace. Les professionnels le disent. Alors pourquoi conserver ces tribunaux correctionnels pour mineurs qui, en plus, sont en contradiction avec l'ordonnance de 1945, parce que nous aurions peur du qu'en dira-t-on, de l'opinion publique, de certains qui pourraient l'exploiter en disant « regardez, non, ça suffit, nous sommes ici pour légiférer, nous avons des tribunaux correctionnels pour mineurs qui ne servent à rien, qui sont inutiles, les professionnels nous demandent de les supprimer. C'était en plus un engagement de la campagne de François Hollande. Voilà, il faut dire clairement que ça a été validé par les électeurs. Et puis je crois qu'il faut assumer, si nous sommes tous d'accord pour dire que ces tribunaux ne servent à rien, ne sont pas utiles, que les professionnels en dénoncent l'utilité, eh bien nous pouvons ensemble porter ce débat et convaincre l'opinion qu'en effet, ces tribunaux ne servent à rien et qu'il est utile de les supprimer. Et moi, je soutiens complètement la position du rapporteur sur ce point et je crois avec l'ensemble des sénateurs socialistes. Merci, Monsieur Kaltenbach. Monsieur Détreil.
Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire à nos collègues de la majorité que lorsqu'ils étaient dans l'opposition il y a quelques années, ils reprochaient beaucoup, notamment dans le domaine pénal, qu'il y ait des dispositions qui viennent à la suite d'un fait divers, etc., et que l'on modifie au coup par coup, sans vision d'ensemble, les dispositifs mis en place. Eh bien là, je pense que, et ça a été dit, et beaucoup de monde le reconnaît, là, sur la justice pour les mineurs, il y a eu effectivement un certain nombre de modifications. Est-ce qu'il faut, ces modifications, elles ont peut-être été faites au coup par coup, mais est-ce qu'il faut détricoter au coup par coup ? Moi, je pense qu'il faudrait avoir une vision globale si on veut, et il faut sans doute repenser la justice des mineurs. Ça date pour l'essentiel, effectivement, de la fin de la guerre. Évidemment, la situation a changé. Je préférerais qu'on ait une vision d'ensemble, qu'on repose la problématique dans son ensemble dans les conditions d'aujourd'hui, avec ce qu'est aujourd'hui la délinquance des mineurs, plutôt que de détricoter au coup par coup ce qui a été tricoté, hélas aussi, au coup par coup. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Claes. Pour avoir fait pas mal de tricot dans ma jeunesse et quand j'en avais le temps, je vais reprendre l'image de notre collègue de Trègne pour dire que malgré tout, quand il y a 2-3 fausses mailles d'un seul coup d'un seul, il vaut mieux tout retirer le rang d'un seul coup d'un seul plutôt que d'essayer de récupérer maille par maille. Donc je pense effectivement que les tribunaux correctionnels pour mineurs étaient une mauvaise idée. C'était des très mauvaises mailles dans un tricot. On a l'opportunité par un texte qui n'est pas, qui ne se situe pas comme un cavalier législatif, de supprimer ces tribunaux correctionnels pour mineurs. Et puis, ne dramatisons quand même rien. Les mineurs, avant l'existence de ces tribunaux correctionnels pour mineurs, étaient repérés quand ils étaient délinquants, étaient sanctionnés par les instances nécessaires et adaptés au fait qu'ils étaient mineurs, le seront encore demain quand bien même il n'y aurait plus de tribunaux correctionnels pour mineurs. Donc c'est pas parce qu'on les fait disparaître qu'on fait disparaître tout l'appareil juridique destiné à lutter contre la délinquance des mineurs. C'est un outil qui n'était que très peu utilisé, mal utilisé, qui encombre les tribunaux. Tous les professionnels veulent qu'on le supprime. Alors, ayons le courage de la vérité et pas de se cacher derrière des mots en disant « Oh là là, s'il n'y a plus les tribunaux correctionnels pour mineurs, il faut tout reprendre ». Oui, il faut tout reprendre. Ça n'empêche pas de défaire là ces deux rangs qui sont tricotés complètement à l'envers. Donc oui, il faut les supprimer aujourd'hui et ce n'est pas parce qu'on le fait aujourd'hui que les mineurs ne seront plus sanctionnés quand ils seront des mineurs délinquants. Je vous remercie, Madame Claes. Très bien. Il n'y a plus de demande de parole sur ces amendements. Je vais donc passer au vote. À Madame la Ministre. C'est d'énerver, Monsieur le rapporteur. Non, Madame la Ministre. On est pour 3 minutes, Monsieur le rapporteur. D'abord, j'ai été interpellée par le président de la Commission des lois et par préséance, je lui donne réponse à Monsieur le président de la Commission des lois. Nous travaillons sur l'ordonnance de 1945, donc je rappelle qu'elle a été modifiée 37 fois. Oui. Et du coup, elle contient de nombreuses incohérences. Et tous les praticiens, parce que ça fait plus de 8 mois que nous y travaillons, nous avons reçu les organisations professionnelles, les organisations syndicales, les associations qui interviennent, tous nous disent qu'il faut y mettre de la cohérence parce que c'est illisible, on ne sait plus quoi faire entre les sanctions éducatives et les mesures éducatives, il faut simplifier les procédures. Tous nous disent qu'il faut remettre de la cohérence dans l'ordonnance de 1945. Donc nous y travaillons et les choses sont pratiquement abouties. Maintenant, voilà, vous savez bien que ce n'est pas moi qui peux prendre là, à ce micro, un engagement de calendrier sur l'inscription de ce texte. Je souhaite profondément, parce que ça, c'est plus juste d'une part, et ce sera plus efficace puisque les professionnels eux-mêmes le souhaitent. J'en profite simplement pour donner quelques chiffres parce que je crois qu'il est nécessaire d'éclairer la représentation nationale sur les réalités. Il y a le ressenti, il y a la perception, il y a l'effet que peut faire une émission de télévision, et puis il y a la réalité. La réalité sur la délinquance des mineurs, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a baissé dans l'ensemble de la délinquance. Elle est à 18%, elle était à 20 ou 21% il y a quelques années.
Ensuite, et là, je vais vous donner quelques autres chiffres, parce qu'on entend beaucoup de choses. Les mineurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, ils pratiquent, ils exercent, ils commettent des actes de plus en plus scandaleux, et ils sont de moins en moins punis. Bon. Alors, des chiffres simplement, que je tiendrai plus en détail à votre disposition si vous le souhaitez. La délinquance des mineurs, qui évidemment est pas souhaitable, je veux dire, personne ne la minore, la délinquance de mineurs. Personne ne la minore, mais nous la mesurons. De 2004 à 2012, il représentait, je viens de vous le dire, de 20 à 18%, ils sont passés à 18% des personnes interpellées. Le nombre de mineurs mis en cause par la police nationale a diminué de 12,6% entre juillet 2011 et juin 2013. Ce sont les chiffres de la police nationale. Pour les mineurs délinquants, le premier contact avec la justice est fortement dissuasif, c'est-à-dire que 65% des mineurs ne récidivent pas. 65% des mineurs qui ont eu un premier contact avec la justice, on ne les revoit pas. L'étude a été faite sur 6 ans, sur 6 années, on ne les revoit pas. Et on sait bien que le processus, c'est que plus l'âge avance et moins, plus les gens sortent de la délinquance, d'une façon générale. C'est une tendance lourde. Ensuite, est-ce qu'ils sont de plus en plus violents? Il y a des homicides volontaires commis par des mineurs. Le taux est de 4 à 7% de l'effectif total des condamnés pour homicide. Sur l'ensemble des faits susceptibles d'être qualifiés de criminels, la part des mineurs est inférieure à 1%. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique sont en baisse et sont passées de 2010 à 2013 de moins 18%, de même que, en baissé de 18%, pardon, de même que les vols avec violence ont baissé de moins 13,9%. J'ai bientôt fini, monsieur le rapporteur. Les mineurs délinquants, dont on dit qu'ils sont de plus en plus jeunes, les moins de 13 ans ne représentent que 4% des mineurs qui sont auteurs de délits, ce sont les chiffres de 2012. Les juridictions pour mineurs, dont on dit qu'elles sont laxistes et sauraient justifier justement la création de ces tribunaux correctionnels pour mineurs. Le taux de réponse pénale pour les mineurs est de 93,5%, alors qu'il est de 89% pour les adultes. J'allais dire qu'il n'est que 89%, c'est un taux élevé de réponse pénale. Pour les adultes, il est de 89%, pour les mineurs, il est de 93,5%. Enfin, concernant les tribunaux pour enfants, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient de même sévérité, sinon un peu plus même parfois, que les tribunaux correctionnels pour mineurs, qui ont été créés pour que les jugements soient plus sévères. Les tribunaux pour enfants se montrent très sévères, puisque 61% des peines prononcées en 2012 comportaient de l'emprisonnement, ferme ou avec sursis, alors qu'en 2010, c'était 52%, en 2011, 53%. Donc les tribunaux pour enfants sont sévères et même plus sévères en moyenne que les tribunaux correctionnels pour mineurs. Donc voilà, ce sont des chiffres que je devais porter à votre connaissance, ce qui ne change ni la position officielle que je vous ai communiquée du gouvernement, ni bien sûr autre chose. Merci Madame la Ministre. Je veux m'assurer qu'il n'y a plus de demande de parole. Je vais donc mettre aux voix les 3 amendements identiques, dont celui du gouvernement, qui ont reçu un avis défavorable de la Commission. Qui est pour voter? Qui veut voter ces amendements? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? Ces amendements ne sont pas adoptés. Nous arrivons, Monsieur le Président. Je tiens simplement à préciser au Sénat que je demanderai à la Commission des lois de me mandater pour intervenir auprès du Premier ministre de manière à ce qu'un débat sur la question de la justice des mineurs puisse être inscrit lors des prochains mois. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc appeler l'amendement 114, Monsieur Jean-Pierre Michel. Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci.
Je le mets aux voix, un amendement de la commission de coordination. Avis favorable du gouvernement, qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement est adopté. Nous arrivons à un vote sur l'article 19B. Qui est pour voter l'article? Un vote sur l'article, mes chers collègues. Merci. Qui est contre? Abstention? L'article est adopté. Après l'article 19B, un amendement 74, Madame Benbassa. Cet amendement vise à simplifier la procédure pénale pour les délits en matière de liberté de la presse. Il s'agit, sans porter bien évidemment atteinte aux droits de la défense, de permettre la mise en examen par simple lettre dans un cadre extrêmement circonscrit. En l'état du droit, dans le cas des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1991, le juge est tenu de convoquer physiquement les personnes poursuivies pour simplement vérifier leur identité sans pouvoir juger au fond. Cela entraîne une perte de temps considérable tant pour les juges d'instruction que pour les justiciables comme les directeurs de publication contraints de faire des kilomètres pour simplement décliner leur identité. Le groupe écologiste souhaite donc supprimer cette procédure inutile et lourde via l'introduction d'un article 116-2 au Code de procédure pénale. Avec mon collègue André Gattolin, nous savons que cette mesure d'allègement de la procédure pénale a le soutien des éditeurs de presse comme de nombreux magistrats. Elle permettrait en effet de rationaliser le temps du juge et de la presse, alors que la qualité du traitement des justiciables dépend largement de la charge de travail des magistrats. Je tiens à signaler que cet amendement, c'est pour attirer l'attention de Madame la ministre sur cette question, et c'est pour ça qu'il ressemble plutôt à un cavalier, mais je n'avais pas d'autre moyen pour attirer son attention. Merci. Merci Madame Benbassa. Monsieur le rapporteur. Je crois que Madame Benbassa a tout dit. Oui. Cet amendement, sans me prononcer sur le fond, n'a pas sa place dans ce texte. Donc je pense qu'elle sera prête à le retirer lorsque Madame la garde des Sceaux lui aura succinctement répondu. Je vous remercie. Madame la ministre. Succinctement? Il est de plus en plus aimable? Oui. Simplement, madame, je comprends l'intention, Madame la sénatrice, mais très sincèrement, il n'y a pas de lien direct entre votre amendement, enfin la disposition que vous proposez, et le texte dont nous débattons. Donc, je vous propose un retrait. Merci, Madame la sénatrice. Merci, Madame la ministre. Vous le retirez, Madame Benbassa? Merci. Après l'article 19B, un amendement 103 qui n'est pas défendu, il tombe. Puis un amendement 102 rectifié bis qui n'est pas défendu non plus, il tombe. À moins que vous les repreniez, monsieur le rapporteur. Non? Vous n'avez pas l'intention. Voilà, merci. Merci. Article, je vous ai vu prêt à bondir. Article 19, l'amendement 115. Voilà, vous le présentez. Alors, cet amendement 115 qui est présenté par la Commission des lois dit qu'il convient de prévoir à l'article 735 du Code de procédure pénale qui permet à un détenu dont le sursis a été automatiquement révoqué de demander, après sa condamnation, à être dispensé de cette révocation et que ça continue de s'appliquer dans la rédaction actuelle pour prévoir la situation des personnes dont le sursis a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. C'est un peu technique, mais je crois que c'est de bon sens. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de Madame la ministre sur l'amendement de la commission. C'est un avis défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Bien, s'il n'y a pas de demande de parole sur cet amendement, je le mets aux voix. Un amendement présenté par la Commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Pardon? Je vérifie. Pardonnez-moi, Madame. C'est une mesure transitoire. Oui, oui mais... Ah, d'accord. Pardonnez-moi, c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier le numéro de l'amendement, Madame la Présidente. Donc, c'est un avis favorable. C'est le tien. Ah bon. Ça a été tellement Merci. désagréable que mes chromosomes ont... Merci.
Bien, je mets aux voix l'amendement de la commission des lois. L'avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est pour. Merci. Contre. Abstention. L'amendement est adopté. Je demande un vote sur l'article 19. Qui est pour voter l'article? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté. Après l'article 19B, un amendement 86. Madame Cukierman. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, à travers cet amendement qui reprend pour la plupart les termes de notre proposition de loi sur le fichage génétique, nous souhaitons tout d'abord permettre à ce que ce fichage génétique puisse être encadré, notamment en mettant en place une procédure qui permettrait le retrait des données enregistrées, puisque actuellement la durée d'enregistrement des informations est exorbitante. Elle peut aller jusqu'à 40 ans et on peut regretter que l'amnistie et la réhabilitation soient dépourvues de tout effet quant au maintien des données dans ce fichier. Nous proposons également, à travers cet amendement, qu'un certain nombre de personnes puissent être extraites, ne soient pas obligées, d'entrer dans ce fichier, les mineurs, les personnes poursuivies pour des faits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, les simples suspects, et que donc seules les personnes qui seraient réellement condamnées puissent être effectivement intégrées à ce fichier, alors que l'on a parlé depuis le début de réinsertion, de droit à l'oubli. Il nous semble qu'effectivement un certain nombre de mesures doivent être prises en compte, et puis aussi qu'un certain nombre de mesures doivent être prises en compte. Je pense notamment aux militants syndicaux pour ne pas aggraver les peines que parfois ils peuvent encourir, puisque nous l'avons vu notamment à travers l'affaire des 5 de Roanne, que le refus d'un prélèvement peut amener à une condamnation supplémentaire. Donc tel est l'objet de cet amendement. J'ai essayé de synthétiser, j'espère être restée claire dans mes propos et vous avoir convaincu, Madame la Ministre, puisque je n'ai pas été désagréable à votre égard depuis le début du débat. Donc je ne doute pas que voilà, mais ce n'est pas dans ma nature. Donc j'attends bien évidemment le sort que vous allez réserver à notre amendement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'avis de la commission. Madame Cukierman, bien sûr, la commission a bien compris le but de votre amendement. Mais c'est Madame Assassi, non, c'est Madame Cukierman qui a parlé. Mais vous remplacez la durée de 40 ans qui est prévue par décret à une notion de durée de conservation nécessaire. On sait très bien que ce genre de phrase très imprécise peut donner lieu à toutes les interprétations et même à une durée qui pourrait être supérieure à 40 ans. Donc, nous avons dit que nous pensons que c'est une vraie question, qu'il faut peut-être une réflexion plus aboutie pour concilier à la fois l'efficacité et le droit à l'oubli. Donc, on vous avait demandé un retrait, sinon l'avis serait défavorable malheureusement. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, Madame la sénatrice Cukierman, et je sais que votre groupe est à vos côtés pour cet amendement, parce que je dois saluer votre constance. Votre constance dans l'action et l'initiative et votre constance aussi dans l'argumentaire que vous présentez. Nous avons eu un échange, vous vous souvenez, à l'occasion, j'allais presque dire à la faveur d'une proposition de loi qui a connu après une trajectoire un peu chaotique, disons, pas chaoteuse simplement. Voilà. Alors, juste la difficulté. Là, je vous avais dit, alors c'était à l'occasion d'un autre texte, un débat notamment sur la conservation des scellés. J'avais eu l'occasion de vous dire que le gouvernement travaillait. Nous avions commencé un travail avec le ministère de l'Intérieur pour modifier les conditions d'inscription, les conditions d'effacement et la durée de conservation des informations. Donc nous avons 2 décrets qui sont pratiquement finalisés. Dans la publication, je me tourne, vous avez les dates en tête, enfin bon, c'est imminent. Nous avons 2 décrets. Alors,
il concerne les conditions d'effacement, puisque vous savez que nous avons eu des observations, c'est du Conseil constitutionnel, des observations, une décision sur les conditions d'effacement de ces données, et nous travaillons également sur la limitation de durée des informations concernant les mineurs. Il y a un sujet sur le FNAEG, mais aussi sur le TAJ, par exemple. Et je crois qu'il y a lieu de travailler sur les infractions, de travailler de façon peut-être plus collective, plus coordonnée entre nous sur le fond. Donc je vous propose, et j'entends au double sens du terme, vous le savez parfaitement, mais je vous propose que nous puissions continuer à travailler et je suggère donc un retrait de cet amendement. Merci Madame la Ministre. Madame Cukierman, vous êtes sollicitée 2 fois pour un retrait. J'entends ce que vous dites, Madame la garde des Sceaux. Sachez effectivement que, vous l'avez dit, mais l'ensemble de notre groupe est disponible à travailler. Je note quand même que l'imprécision peut-être de certains passages de notre argument, elle est tout autant que la publication imminente, qui peut parfois... Non, voilà, non, mais D'accord. Bon, c'est le contre. Voilà. Bon, on doit avoir une complémentarité alors. Donc voilà. Non, mais pas de souci sur cette question-là. En tout cas, sachez que nous sommes là. J'ai envie de dire que nous ne lâcherons rien sur cette question comme sur d'autres. Que bien évidemment, à travers ce débat, je ne doute pas que cela fera résonance. Et j'en invite à l'ensemble des députés de gauche, en tout cas qui ont été élus comme étant une majorité de députés de gauche, à sortir du renvoi en commission ce texte sur l'amnistie pour les syndicalistes qui prenait en compte une partie de cette question sur le fichage. J'invite y compris le gouvernement à convaincre la majorité des députés, comme il sait le faire sur de nombreux textes, quand un certain nombre de députés de sa majorité semblent faire un petit peu de rébellion. J'invite le gouvernement vraiment à convaincre cette majorité à le faire, et convaincu que tout cela se fera en toute intelligence, nous retirons notre amendement, mais beaucoup plus convaincu, Madame la garde des Sceaux, que nous travaillerons, notre groupe et vos services, sur ces questions-là. Je vous remercie. Donc il est retiré ? Oui, merci Madame Cukierman. Nous arrivons à l'article 20. 2 amendements en discussion commune. Le 122, Madame la Ministre, vous voulez bien le présenter ? Oui, il s'agit en fait... Non, c'est Monsieur Michel, alors je veux bien... Le 122. L'ubiquité avec Monsieur Michel. 116, 122. Vous les avez appelés en discussion commune? Oui, oui, absolument. Oui, d'accord. Oui, mais c'est pas moi qui défends Monsieur Michel. Monsieur Michel sait faire son travail tout seul. C'est d'abord le vôtre, Madame la Ministre. Le mien, d'accord. Oui, oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, il s'agit de mesures transitoires, j'ai rien. Il s'agit donc de dispositions transitoires concernant l'application de certaines mesures contenues dans ce texte de loi pour des raisons d'efficacité. La loi sera promulguée juste avant l'été, donc il y a des dispositions qui ne pourront pas être appliquées parce que nos juridictions, et il ne faut pas qu'elles se mettent en faute vis-à-vis du législateur. Donc nous demandons un différé d'1 mois, dans certains cas de 3 mois. Dans d'autres de 6 mois. Donc en fait, ce sont des dispositions pratiques pour assurer les meilleures conditions d'efficacité des dispositions contenues dans ce texte de loi. Merci Madame la Ministre. Monsieur Michel. Bien, l'article 116 concerne également la mise en application, et je suggère au gouvernement de retirer son amendement au profit du mien, car dans la mesure où le Sénat a adopté l'article 8 ter, qui fait de la contrainte pénale une peine autonome, je pense qu'il faut dire qu'elle est d'application immédiate. Car sinon, il y aurait des hiatus qui ne seraient pas acceptables. Alors, on verra plus tard après CMP. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Vous me demandez un avis sur l'amendement du rapporteur. Monsieur le rapporteur vous a suggéré de vous rallier à son amendement. Rien que ça. Rien que ça. Non, mais mise à niveau. Oui. Bon, objectivement, on aura la loi,
il y aura le temps nécessaire pour les décrets d'application. On pourrait jouer sur ça, moi je ne joue jamais là-dessus. Vous avez vu, sur la loi pénitentiaire par exemple, il manquait des décrets d'application. Nous avons travaillé d'arrache-pied, aujourd'hui tous les décrets d'application ont été publiés. Donc moi j'estime que la crédibilité du travail législatif, donc du travail que vous fournissez, sa crédibilité, c'est que les règles que vous énoncez soient applicables. Pour qu'elles soient applicables, parfois il faut des décrets d'application. Si l'exécutif s'amuse à jouer le temps sur les décrets d'application, il décrédibilise la loi et le travail des législateurs. Bon. Donc je pourrais faire ça là, mais je m'interdis de le faire. Les décrets d'application pourraient traîner et à ce moment-là, ce délai de mesure dérogatoire, enfin ce délai dérogatoire que je vous demande, je me l'offrirai moi-même. Bon. Je demande que ce soit vous qui nous l'accordiez, que ce soit clairement inscrit dans la loi. Voilà le sens de la démarche. Par ailleurs, il y a des raisons pratiques. Nos conseillers d'insertion et de probation que nous avons recrutés, que nous mettons en formation, les groupes de travail, l'élaboration des outils, voilà, demandent des délais raisonnables. Ce sont des délais raisonnables, 1 mois, 3 mois, 6 mois, des délais raisonnables. Bon, donc, ceci étant, moi j'entendrai que vous ayez l'impatience d'une application immédiate. Mais voilà, le gouvernement vous demande ça. Donc pour ces raisons, je ne me rallie pas. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, oui, je suis embêtée parce qu'il n'y a pas d'avis sur l'amendement 116 de Monsieur Michel, puisque c'est en discussion commune. Donc, je peux comprendre. Ne me ralliant pas, voilà. Je mets un avis défavorable. D'accord, je préfère vous l'entendre dire. Je vous remercie. Alors, l'amendement 122, Monsieur Michel. L'amendement ? Oui. L'amendement du gouvernement, vous aviez demandé le ralliement. L'amendement du gouvernement, j'y suis hostile, bien entendu, car l'amendement du gouvernement n'est pas applicable en l'état. Alors, si on veut plus d'explications, je vais en donner, mais il va y avoir un frisson dans l'hémicycle. Oui, le Sénat a adopté la contrainte pénale comme peine autonome pour toute une série de délits. Si, comme c'est une peine plus douce, si elle n'est pas applicable immédiatement, ça signifie que toutes les personnes condamnées à une peine de prison avec ou sans sursis pour ces délits-là doivent être immédiatement libérées s'ils sont en prison, puisque cette peine n'existe plus. Donc, il faut dire que la contrainte pénale s'applique immédiatement pour qu'elle se substitue automatiquement pour ces délits-là à ces peines-là. Voilà, c'est tout. C'est la raison pour laquelle je préfère ma mise en application que celle du gouvernement. Merci, mais j'ai préféré vous l'entendre dire, monsieur le rapporteur. Donc, voilà, c'est très clair. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 122 présenté par le gouvernement, qui a reçu un avis défavorable de la commission. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Abstention. L'amendement présenté par le gouvernement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 116 de monsieur Jean-Pierre Michel, qui a reçu, lui, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. L'amendement est adopté. Nous arrivons au vote sur l'article 20. Qui vote l'article 20? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article 20 est adopté. Nous arrivons à l'article 21, un amendement 117 présenté par M. Michel. C'est un amendement simplement de coordination pour une meilleure application du texte dans les départements et territoires d'outre-mer. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de Madame la Ministre sur cet amendement. C'est le dernier. Madame la Ministre, j'ai besoin de votre avis sur l'amendement 117 de Monsieur Jean-Pierre Michel. C'est les amendements classiques sur l'outre-mer. Les articles sont applicables outre-mer, mais bien entendu, oui, pardon. Enfin, oui, c'est un avis favorable. Un avis favorable. Je le mets aux voix avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'amendement est adopté. L'article est ainsi rédigé. Je mets aux voix l'article 22. Qui est pour? C'est le dernier. Je vous remercie. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté.
Je m'apprête à mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Détraigne. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Lors de la discussion générale, nous avions clairement affiché notre volonté de rentrer pleinement dans le débat sur cette réforme sans adopter une posture d'opposition systématique. Nous avons rappelé à plusieurs reprises que nous n'étions pas opposés à la version initiale de la contrainte pénale telle que proposée par le texte du gouvernement. Notre position ouverte avait cependant ses limites puisque nous avions également affiché clairement notre opposition à plusieurs des modifications introduites par notre rapporteur, dont nous saluons une fois de plus la qualité du travail. Et pourtant, nous ne pouvons souscrire à la posture selon laquelle la justice devrait être au service d'une idéologie. La justice est au service de nos concitoyens et c'est en fonction de leurs besoins et des besoins de la société que doit être construit notre système pénal. C'est, nous semble-t-il, une règle de bon sens. Nous entendons les arguments de ceux et celles qui nous rappellent que l'une des vocations du Sénat est la protection des droits fondamentaux et donc, à ce titre, de la nécessité des peines. Toujours est-il que la sécurité et la justice sont également des droits fondamentaux et qu'il est également de notre devoir de les défendre. L'équilibre du texte sur lequel nous nous apprêtons à voter n'est donc pas satisfaisant. L'idéologie n'est pas l'ingrédient des bonnes lois et le présent texte en est, d'une certaine manière, une illustration. Malgré le soutien du gouvernement à notre amendement de suppression, l'article 8 ter, article essentiel, a été maintenu. Pour une série de délits, le Sénat a donc voté la suppression de la peine de référence actuellement en vigueur, l'emprisonnement, pour imposer la contrainte pénale, portant ainsi atteinte à la libre appréciation du juge, alors que ce texte est censé la renforcer. Le système proposé fait donc disparaître la peine de prison pour plusieurs délits, y compris en cas de récidive. Pour reprendre les mots de Madame la garde des Sceaux, cette modification procède d'une confusion sur l'objectif et le contenu de la peine de contrainte pénale, complexifie la répression et aboutit finalement à un affaiblissement de la répression. Nous étions également fermement opposés à la suppression de la rétention de sûreté. Nos arguments ont heureusement été entendus avec l'adoption des amendements de suppression de l'article 18 quater A. Ce régime pose pour l'heure des difficultés de mise en œuvre. Cependant, nous savons bien que certains individus extrêmement dangereux ne sauraient être remis en liberté sans que la puissance publique assure le minimum de sûreté garanti à terme par cette disposition. Peut-être faudra-t-il peaufiner son régime dans les années qui viennent. Le débat reste donc ouvert sur ce sujet. La présente loi avait pour objet de faire un trait sur les dispositifs introduits dans notre droit pénal par les précédents gouvernements. Nous avons déjà pu nous exprimer sur le sujet en discussion générale, mais je rappelle une fois de plus que les outils d'individualisation des peines existent déjà et que les peines planchers sont peu utilisées, mais ont un important effet dissuasif. Globalement, à l'issue des débats, nous en restons peu ou prou à la rédaction du texte proposé par notre commission des lois à l'initiative de notre rapporteur. Je me garderai bien d'en déduire une quelconque conclusion quant à l'utilité de nos débats. Toutefois, je ne peux que regretter que nous aboutissions à un texte qui envoie, sur plusieurs points, un signal de laxisme à nos concitoyens. L'équilibre issu des travaux de l'Assemblée nationale était manifestement plus en phase avec les positions défendues par les sénateurs du groupe UDI Union centriste. Aussi, Madame la Présidente, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, comme vous l'aurez sans doute d'ores et déjà compris, le groupe UDI-UC votera contre le présent projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Tasca. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi dans notre Assemblée, un examen qui n'a pas été paisible, mais qui aurait pu penser que sur un tel sujet, les débats puissent être complètement paisibles. Néanmoins, avec les collègues du groupe socialiste, nous n'avons absolument pas la même vision que nos collègues de l'opposition sur le résultat auquel nous sommes arrivés. Certes,
il y a matière encore à débattre et sans doute à améliorer ce texte. Nous ne pouvons que regretter que la procédure accélérée n'ait pas donné du temps au temps, n'ait pas permis d'avancer dans une discussion plus froide, plus paisible, sur un sujet aussi important. Je voudrais souligner d'ailleurs que ce sujet, si les opinions ici se confrontent, c'est tout de même un sujet qui est inscrit dans, je dirais, l'histoire du Sénat, et que beaucoup de ces questions qui concernent la dignité des personnes en milieu pénitentiaire, les questions qui concernent l'ensemble de la chaîne pénale, la protection des libertés individuelles, font partie d'un champ de travail constant ici au Sénat. Et donc, il est normal que nous ayons suivi avec une certaine passion l'élaboration de ce texte. Et je le répète, nous regrettons tous que la procédure accélérée nous ait mis devant des sortes d'ultimatums. Ceci étant, au terme du débat, nous ne portons pas du tout le regard sévère qui est formulé ici par l'opposition et hors de nos murs, y compris, je crois qu'il faut le dire, dans l'autre chambre du Parlement, à l'Assemblée nationale, le regard sévère qui est porté sur le résultat auquel nous arrivons au Sénat. Le travail du Sénat a, à notre sens, conforté le projet initial de lutte contre la récidive et de donner du sens à la sanction pénale, un sens qui est souvent perdu de vue du fait même des difficultés, en particulier de notre système pénitentiaire, mais aussi tout simplement des difficultés de notre justice, dont on sait qu'elle est loin d'avoir des moyens à la hauteur de ses missions. Et nous apprécions ici, Madame la Ministre, le travail que vous avez accompli depuis votre arrivée place Vendôme pour, petit à petit, raisonnablement, mais de façon très déterminée, améliorer les conditions de travail de l'ensemble des acteurs de la justice. Nous vous en sommes reconnaissants. Donc, le texte auquel nous sommes arrivés, qui soulève un certain nombre de craintes et d'interrogations, que vous avez d'ailleurs fort bien exprimées, Madame la Ministre, en tout cas de la part du gouvernement et, je le répète, aussi de la part de l'autre Assemblée, est un texte qui, contrairement à ce que nous entendons, est loin d'être déraisonnable. Peut-être est-il un peu en avant, un peu trop en avant, sur la situation actuelle de l'opinion, sur la manière dont les différentes forces politiques veulent se positionner par rapport à l'opinion. S'il est parfois un peu en avance, c'est parce que nous avons une réelle préoccupation de la situation à laquelle nous sommes confrontés sur cette question de la délinquance et de la prévention de la récidive. Parce que, mes chers collègues, et je terminerai par là, nous aurions pu adopter une solution, une posture, comme il a été dit souvent, de statu quo, d'extrême prudence, de ne pas poser les problèmes qui, à nos yeux, sont des vrais problèmes, mais ce faisant, nous nous trouverions toujours face à un mur, le mur auquel toutes les majorités sont confrontées et seront confrontées demain si on n'arrive pas à faire bouger la situation actuelle. C'est une situation où à la fois la délinquance, eh bien, elle est présente dans notre société, ni plus ni moins d'ailleurs que dans les décennies passées, mais elle est là, elle inquiète beaucoup et surtout elle met en danger les nouvelles générations. Donc si nous ne nous donnions pas au Parlement le moyen d'un certain nombre d'avancées sur la loi pénale, nous manquerions, je crois, à notre devoir à l'égard des nouvelles générations. Ce sont elles qui ont le plus à souffrir de la situation actuelle de notre justice, de notre système pénitentiaire. Si nous n'avons pas le courage
de faire bouger un certain nombre de choses. Et de ce point de vue, l'introduction de la contrainte pénale est à l'évidence une avancée courageuse que nous vous devons aussi, Madame la Ministre, et que je tiens à saluer là. Si nous ne faisons pas ces avancées, nous resterons devant un mur, et un mur sur lequel nous allons tous de plus en plus nous casser la tête. Donc je pense que nous avons travaillé à la commission des lois et dans le groupe socialiste pour faire avancer les choses. Le texte issu de l'Assemblée nationale n'est pas au-dessus de toute critique, et d'ailleurs un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés prouvent qu'il y avait du chemin à faire. Restent entre nous des désaccords entre les différentes composantes de notre Assemblée, avec l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, restent des points de désaccord. Je veux redire ce que j'ai déjà dit, à nous d'utiliser au mieux le temps qui reste devant nous jusqu'à la commission mixte paritaire pour nous entendre sur un certain nombre de points sans nous arrêter à une position de négation d'un certain nombre d'évidences et de problèmes qu'il fallait bien mettre sur la table. À ce point, en tout cas, Madame la Ministre, le groupe socialiste votera le texte tel qu'il est issu de nos travaux. Je vous remercie, Madame Tasca. La parole est à Monsieur Le Cerf. Oui, Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues. Sur deux points, je rejoins l'opinion qui vient d'être présentée par notre collègue Madame Tasca sur la spécificité du Sénat, notamment sur les problèmes de liberté. J'ai souvent dit qu'il y avait effectivement deux catégories de problèmes sur lesquels le Sénat jouait un rôle très particulier. Le problème, bien sûr, de la défense des collectivités territoriales. Et nous attendrons quelques jours de plus, si j'ai bien compris, pour pouvoir nous pencher sur ce dossier, et le problème de la défense des libertés. Et cela depuis très longtemps, que ce soit d'ailleurs collectivement ou que ce soit par l'intermédiaire de ces exécutifs. Je pense par exemple à la saisine par le président Poher en son temps du Conseil constitutionnel sur les problèmes de liberté d'association. Je regrette également le fait que la procédure d'urgence ait été utilisée. Je pense que sur des questions de cette nature qui marquent de manière très profonde la politique pénale, ce n'est pas un bon choix que d'utiliser la procédure d'urgence. Je n'en tiens pas rigueur au gouvernement, je sais combien le précédent gouvernement avait commis sur ce point les mêmes erreurs, et j'ai peur que ce qui est vrai lorsque l'on est dans l'opposition devienne effectivement contre-vérité lorsque l'on passe dans la majorité, hélas. Sur la qualité des débats qui nous ont réunis ces quelques jours, ayant pris la peine de lire globalement les débats de l'Assemblée nationale, je ne pense pas que le Sénat ait à rougir des débats qui nous ont réunis. Car si nous n'avons pas effectivement les mêmes opinions, si sur bien des articles nous nous sommes opposés, nous sommes toujours écoutés avec respect des opinions des uns et des autres, et parfois même nous avons réussi à nous entendre. Donc je pense que sur ce point, nous avons fait progresser le texte qui nous avait été présenté. En ce qui concerne le groupe UMP, dans son immense majorité, puisque c'est tous sauf un, si je peux m'exprimer ainsi, votera contre ce projet de loi pour des raisons qui ont été exprimées avec beaucoup de clarté, notamment par notre collègue Jean-Jacques Hyest, que ce soit lors de la discussion générale ou que ce soit lors des amendements qu'il a déposés et qu'il a défendus. Avec la crainte, effectivement, que ce projet de loi donne un signe d'indulgence vis-à-vis, effectivement, des délinquants ou apprentis délinquants, signe d'indulgence qui, aujourd'hui, ne paraît pas être, effectivement, de circonstances eu égard et au regard des problèmes, effectivement, de délinquance que nous connaissions. En ce qui me concerne, pardonnez-moi de parler de moi, en ce qui me concerne, je ne voterai pas contre ce projet de loi pour plusieurs raisons. Les deux raisons principales, c'est que la contrainte pénale, qui doit beaucoup à Pierre-Victor Tournier, dont je pense que le nom pouvait être au moins une fois prononcé effectivement ici, la contrainte pénale mérite très largement d'être approfondie. C'est une idée qui est une idée tout à fait intéressante. C'est l'une des idées qui nous permettrait peut-être sur le chemin difficile de la lutte contre la récidive, d'obtenir effectivement des résultats qui soient des résultats plus performants, plus efficaces, plus visibles que ceux que nous avons acceptés avec bonne foi les uns et les autres depuis un certain nombre d'années.
Et d'autre part, je ne peux pas ne pas être attentif au fait que, sur un certain nombre de points importants, cette réforme n'a pas désavoué la loi pénitentiaire, mais au contraire a tenté d'en revenir, sinon à la lettre, du moins à l'esprit. Je ne voterai pas non plus cette réforme, je ne voterai pas contre, je ne voterai pas pour, donc je ne m'abstiendrai, parce que j'estime que nous avons été tentés, ou la majorité a été tentée, de mélanger à ce texte un certain nombre d'autres problèmes qui, pour moi, n'avaient pas totalement leur place dans ce débat, qu'il s'agisse du problème effectivement de la rétention de sûreté, sur lequel la réponse finale est une réponse qui me convenait, ou qu'il s'agisse du problème des tribunaux correctionnels pour mineurs. J'en veux une seule preuve, c'est le titre actuel de ce projet de loi pour renforcer l'efficacité des sanctions pénales, alors que l'on pense ce que l'on veut des tribunaux correctionnels pour mineurs. Je ne pense pas, et je suis même convaincu, que leur disparition ne contribuera en rien à renforcer l'efficacité des sanctions pénales. Merci, Monsieur Le Cerf. Madame Cukierman, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, quelques mots. Tout d'abord, quelques regrets, effectivement, comme l'ont exprimé mes collègues, sur l'utilisation de la procédure accélérée, parce que je crois, à travers les débats que nous avons eus sur ces 3 jours, que l'on voit bien sur certains points que cela aurait mérité des approfondissements et malheureusement le fonctionnement de la CMP est tel que cela risque plus d'être des compromis que des approfondissements. Un autre regret également sur le temps de ce débat parlementaire qui est l'irruption plus ou moins directe du président de la République dans les débats parlementaires, puisque au lendemain des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est en quelque sorte permis de rappeler à l'ordre pour maintenir l'équilibre du texte tel qu'il était à son entrée à l'Assemblée nationale. Je le regrette, je crois que le partage des pouvoirs est une chose largement vanté et développé plutôt, excusez-moi, par Montesquieu, et je crois que c'est en tout cas ce qui doit faire le fondement de notre République. Et le temps de ce travail parlementaire, dans le temps de la lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat, doit être respecté pour maintenir cette République parlementaire. Enfin, sur les points positifs de votre texte, Madame la Ministre, je crois qu'il s'agit d'un texte ambitieux, parce qu'il vise finalement à interroger sur l'efficacité et l'utilité d'une peine, quelle qu'elle soit, ou qu'elle se déroule, en milieu fermé ou en milieu ouvert. Et elle vise aussi, plus largement, à nous interroger sur le parcours de la peine et le travail qui doit être fait avec la personne condamnée. Et finalement, cette réflexion, nous aurons à la voir, quelle que soit la durée de la peine, sur lui permettre la sortie, sa réinsertion par la suite. Elle vise aussi à éviter la récidive, et je crois que c'est quelque chose d'important, de fondamental. En introduisant la contrainte pénale pour ces petits délits du quotidien, qui, certes, peuvent aussi gêner, déranger, mais vraiment, j'y insiste, qui ne sont que les petits délits du quotidien auxquels, un de nos collègues le rappelait en début d'après-midi, finalement, chacune et chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui peut un jour y être confronté. Comment l'on interroge finalement plus la personne sur les pourquoi de son acte, comment et pourquoi cet acte est interdit, comment finalement se faire pardonner aux yeux de la société, plutôt qu'en le mettant simplement en prison, en faire très certainement un récidiviste qui d'ailleurs progressivement pourrait glisser du délit au crime dans la récidive. Donc je crois que c'est un texte, et pour cela qui est ambitieux, qui marque effectivement une volonté d'apporter des réponses à notre société plutôt que d'écarter les mots, je l'ai également déjà dit. Un texte aussi qui nous invite à poursuivre l'évolution nécessaire de notre justice en ce début de XXIe siècle, une justice qui doit toujours être au service des citoyens et de la société dans laquelle ces citoyens vivent, et non
malheureusement, comme nous avons pu parfois trop souvent le voir dans ces dernières décennies, le bras armé d'une majorité politique en place. En ce sens, Madame la garde des Sceaux, nous voterons ce texte. Je vous remercie, Madame Uckermann. La parole est à Monsieur Capo-Canella. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Yves Détraigne a donné tout à l'heure très clairement la position du groupe. Je voudrais simplement ajouter rapidement 5 commentaires. Le premier concerne la prison et la notion de privation de la liberté. Je crois qu'il est clair que la prison ne règle pas la question de la récidive. On a démontré ici, avec talent parfois, que malheureusement elle l'aggrave. Pour autant, la prison reste un mal nécessaire et quelque part la société n'a pas trouvé mieux que la privation de la liberté face à un certain nombre de délits graves pour manifester la réprobation de la société et pour sanctionner. Deuxième commentaire, penser que la contrainte pénale réglera la question de la récidive, ça me paraît rester une pétition de principe. On sait que la prison, quelque part, l'aggrave, mais estimer que la contrainte pénale réglera la récidive, je pense que c'est une idée qu'il faut considérer avec beaucoup de prudence. Troisièmement, dans les débats, face à l'accusation de permissivité, disons, j'ai entendu, notamment hier soir, une certaine tendance à dire, mais finalement, au contraire de ce qu'on pourrait penser, la contrainte pénale sera plus effective que des mesures qui ne sont pas exécutées aujourd'hui. Là aussi, je crois que c'est tactiquement compréhensible, mais ça reste quand même une idée qu'il faudra reconsidérer dans les faits. Je le dis avec un peu de malice, ça n'était sans doute pas l'intention initiale, en tout cas, d'être plus dur avec la contrainte pénale qu'avec les mécanismes actuels, notamment celui de la prison. Mais ça m'amène à un quatrième point. Il me semble que la question de fond dans nos débats, c'est que la contrainte pénale n'est pas suffisamment définie dans ce texte. Et étant mal définie, elle peut se révéler ou trop faible, ou peut-être, suivant comment elle est mise en œuvre, trop forte. Et que cette absence de définition claire a posé véritablement question et qu'elle est troublante. Dernier point enfin, je pense que paradoxalement, la contrainte pénale, à la suite de la loi pénitentiaire, est vécue comme une mesure alternative à la prison, est sans doute une idée qui peut prospérer, mais dans un cadre autre que celui qu'a fixé ce texte. Je pense qu'il aurait fallu l'installer dans le débat public et dans la loi avec une sérénité plus grande et comme une alternative à la prison, clairement, mais de manière progressive, évaluée et pragmatique, et qu'ici, malheureusement, la condition n'a pas été remplie, au contraire. J'en termine en remerciant, bien évidemment, le président de la commission des lois, notre rapporteur, évidemment au premier chef, et Madame la ministre, qui ont permis cet échange qu'il faudra, je pense, poursuivre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dernière intervenante inscrite, Madame Benbassa. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comme je l'ai déjà dit dans ma DG, les écologistes approuvent ce texte et ils le voteront. Les travaux de la Commission et ceux qui ont été faits en séance ont abouti à un texte qui va peut-être changer l'esprit de la justice, bien sûr si la contrainte pénale devient une peine à part entière et qu'elle est expliquée correctement au public. La pédagogie sur le rôle de cette peine pour lutter contre la récidive reste à faire et il est urgent de la faire puisqu'on lit déjà dans la presse des textes qui crient au laxisme et ils ne sont pas les premiers. De même, sur le fait que la prison n'est pas une solution pour les petits délits et qu'il y a d'autres moyens de réhabilitation des petits délinquants. Nous sommes satisfaits également que les tribunaux pour mineurs aient été supprimés. Certes, il reste encore beaucoup à faire. De même, cette réforme n'a nullement oublié les victimes, mais les protège davantage. Ce texte ne relève pas seulement d'une réforme pénale, mais aussi sociétale, qui souhaite resserrer le lien social et mettre fin à la binarité coupable-victime. Nous sommes fiers de ce texte
vraiment de gauche, tel qu'il est sorti de la commission et de la séance. Il y aura toujours des reproches, des critiques, c'est inévitable. Nous avions besoin d'un peu d'audace et cette réforme pénale met du baume au cœur. Et qui pourra dire désormais qu'au Sénat, nous manquons d'ambition et de liberté? Merci. Merci, Madame Benbassa. Monsieur le Président Sueur, vous avez la parole. La présidente et Madame la ministre et mes chers collègues, j'aurais scrupule de prolonger à cette heure-ci. Mais je voulais simplement, suite à ce qui a été dit par Madame Tasca particulièrement, par Monsieur Le Serre, dont je tiens à saluer le discours, puisque finalement, il a été le seul à avoir une position différente et il a néanmoins dû, avec abnégation, exposer la position de tous les autres. Je tiens à saluer tout ce qui a été dit, mais vous avez dit à juste titre qu'il était regrettable qu'il y eut une procédure accélérée. Mais je me permets de tempérer un peu cela, mais même je partage complètement, parce que je dois dire aussi que nous avons assisté et participé, en raison de votre engagement, Madame la Ministre, à une préparation de ce texte qui a été quelque chose d'exceptionnel et même sans précédent, puisqu'il y a eu d'abord la préparation de la conférence de consensus, avec une trentaine de personnes très différentes qui ont travaillé, et cette conférence restera un moment dans l'histoire où 2000 personnes, toutes les professions de la justice, ont été appelées à travailler dans un climat remarquable. Si l'on prend la conférence de consensus, puis la conférence qui a eu lieu à l'UNESCO, on a d'innombrables témoignages du fait qu'il y a eu un véritable mouvement. Et ce mouvement, il a permis d'élaborer un texte qui est un texte extrêmement novateur. Parce qu'on sort des idées toutes faites, selon laquelle il n'y aurait qu'une référence à la prison pour les peines, on en a assez parlé, mais une vision équilibrée dans laquelle, puisque nous sommes contre l'impunité, nous sommes pour la diversité des peines et nous voulons que la contrainte pénale prenne toute sa place. Alors, vous avez, Madame Cukierman, parlé de la commission mixte paritaire et vous avez dit que vous souhaitiez que ce soit un approfondissement plutôt qu'un compromis. Moi, je partage ce vœu. Nous avons, et je tiens à saluer Madame la ministre et Monsieur le rapporteur, qui a veillé avec beaucoup de vigilance à ce que l'on respecte l'esprit de cette loi, l'esprit du projet de loi. Et cela nous a valu, je dois le dire, un certain nombre de critiques, de remarques, alors que nous sommes très attachés à l'esprit de ce texte et à un certain nombre de principes fondamentaux du droit et de la justice. Nous y tenons. Et c'est vrai que nous espérons de tout cœur arriver à un accord avec nos collègues députés sur la base d'un approfondissement du travail effectué dans les deux assemblées. Nous l'espérons parce que nous pensons qu'il est très nécessaire que cette loi s'applique maintenant, rapidement. On en a assez parlé, il faut maintenant qu'elle s'applique dans l'intérêt des justiciables, des personnes qui sont dans les prisons ou qui vivront ces situations dans la contrainte pénale, dans leur intérêt et dans l'intérêt de la société. Je crois que c'est un grand signe d'espoir qu'un tel texte puisse être voté et j'espère de tout cœur que nous arriverons à garder l'état d'esprit qui est le nôtre tout en arrivant à un accord avec nos collègues députés. En tout cas, je peux vous dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir en respectant l'esprit qui a présidé à ce débat. Je vous remercie tous. Merci. Je mets d'abord aux voix, Madame la Ministre. Voilà. Merci, Monsieur le Président Sueur. Je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dont la Commission a ainsi rédigé l'intitulé « Projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive ». Donc, qui vote le texte? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le texte est donc adopté. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je n'ai pas abusé de votre patience, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je tiens néanmoins à vous remercier très très chaleureusement pour la qualité des échanges, pour la qualité des interventions lors de la discussion générale, y compris pour la motion de procédure qui était présentée par l'UMP, qui ne nous a pas mis devant des points de procédure, mais qui, de façon tout à fait intéressante, a soulevé des points de contenu et a exprimé des arguments d'opposition. Je veux vous remercier pour la qualité des échanges pendant la discussion des articles et la présentation des amendements. Vous avez incontestablement contribué à enrichir ce texte de loi, à renforcer ses conditions d'efficacité. Vous l'aviez amélioré déjà en commission des lois, vous l'avez encore amélioré, même si j'ai le regret d'une ou deux dispositions que vous avez votées, vous l'avez encore amélioré, mais je crois que les quelques jours qui nous séparent de la commission mixte paritaire vont vous conduire sans doute à vous poser sur quelques dispositions sur lesquelles nous avons eu des échanges. Mais vous avez renforcer la colonne vertébrale de ce texte de loi. Je vous en remercie chaleureusement. C'est un texte de loi qui est inspiré par notre souci de renforcer le contrat social, je l'ai dit, je le pense profondément, et toute l'action publique de ce gouvernement montre cette préoccupation de renforcer le contrat social, c'est-à-dire d'assurer le devoir de l'État de protection de l'ensemble des citoyens, avec une attention particulière pour les victimes, et j'ai eu l'opportunité d'exposer la politique d'aide aux victimes que nous conduisons depuis 2 ans. Nous avons le souci aussi de renforcer le pacte républicain. Ce pacte républicain qui doit consolider les liens qui nous permettent de vivre ensemble. Et l'acte de délinquance brise ce lien. Il est important que nous fassions en sorte que la peine non seulement punisse, mais qu'elle contribue aussi par son exécution, par la responsabilisation de l'auteur, par les conditions dans lesquelles on lui permet de revenir dans le corps social, dans la société, ou d'y rester, d'exécuter sa peine sans rompre avec la société et le corps social, que ces conditions-là soient réunies, qu'elles soient améliorées, de façon à ce qu'effectivement nous puissions consolider le corps social. Et vous avez raison, Monsieur le sénateur Le Cerf, de rendre hommage au travail obstiné qu'a conduit Pierre-Victor Tournier, qui tenait à une contrainte pénale dans la communauté et qui est un des artisans des travaux qui ont conduit à cette réforme. Il n'est pas seul, il y a de nombreuses personnes du milieu parlementaire, du milieu judiciaire, du milieu universitaire qui ont contribué à ça, mais incontestablement Pierre-Victor Tournier occupe une place particulière. Donc merci d'avoir contribué à ce que par ce texte de loi, qui de façon lucide a fait un bilan de la situation, et a pris à sa vraie mesure la détresse que crée dans la société l'acte de délinquance. Détresse pour la victime, mais détresse pour une société elle-même qui s'interroge sur les risques qui existent dans la société et qui peuvent s'abattre sur elle. Merci d'avoir fait en sorte que, prenant sérieusement, lucidement la mesure de cette réalité, la délinquance, ce ne sont pas des statistiques, et même lorsque les statistiques baissent et montrent que le nombre d'actes de délinquance diminue, chaque acte de délinquance, lorsqu'il a fait une victime ou plusieurs victimes, est un acte qui blesse la société. Donc, dans chaque acte de délinquance, il y a au moins une personne blessée. Et ça, nous devons en tenir compte. Donc, quel que soit le nombre d'actes de délinquance, quels que soient les taux d'évolution ou de régression, il y a de la souffrance dans les actes de délinquance. Donc, nous nous sommes fixés le défi d'être efficace et de prévenir réellement la récidive. C'est-à-dire non pas seulement de lutter contre la récidive, comme la loi sur les peines planchers avait affiché comme objectif de viser à obtenir comme résultat, lutter contre la récidive, c'est-à-dire la sanctionner plus sévèrement. Nous voulons en plus de cela
prévenir la récidive, c'est-à-dire créer les conditions pour qu'il n'y ait pas la commission de ces nouveaux actes de délinquance. Donc merci à vous tous de l'avoir fait. Le gouvernement a travaillé avec rigueur pour la préparation de ce texte. Vous avez rappelé la conférence de consensus. J'ajoute que dans le tour de France que j'ai effectué de façon à présenter ce texte, à en exposer le contenu, j'ai rencontré des personnes qui parfois avaient de très fortes préventions. J'ai rencontré des personnes qui avaient été très fortement endoctrinées sur le prétendu laxisme de ce texte et de nos intentions. J'ai entendu des personnes qui ne savaient pas du tout de quoi on parlait. J'ai rencontré des personnes toutes les fois, y compris parfois lorsque la rencontre au début était extrêmement dure parce que les gens étaient sur des positions ou sur des postures extrêmement fermées. Toutes les fois où le dialogue a pu s'établir, et il s'est établi à chaque fois, au bout du compte, les personnes se sont posées et ont raisonné. Et ça permet de rappeler que ce pays, c'est le pays de la raison. Que l'histoire de la France, l'histoire de la philosophie des Lumières, l'histoire collective de cette société, c'est l'histoire de l'émancipation de l'individu par la raison. Et c'est ce que nous faisons là. Nous avons des textes de loi, des politiques publiques, des mesures qui ont été prises avec le souci, dont je ne doute pas de la sincérité, qui consistait à lutter contre la récidive. Nous avons la mesure des résultats de ces politiques et de ces dispositions. Il ne s'agit pas de porter de jugement de valeur. Nous n'avons pas de temps ni d'énergie à perdre sur ces exercices vains. Il ne s'agit pas de porter de jugement de valeur. Il s'agit de constater que la réalité est que nous n'avons pas encore réussi à réduire de façon significative la récidive. C'est ce que ce texte prétend et c'est ce que nous allons faire. Alors nous entendrons encore parler du laxisme, parce que le laxisme est devenu un mantra dans ce pays. Mais je crois à la raison de ce pays. Je crois justement à ces constances, à ces invariants qui font que dans ce pays, même lorsque collectivement, les gens semblent complètement égarés. Il revient un moment où ils se posent et ils se soumettent à ce que j'ai appelé, après Bertolt Brecht, bien entendu, la douce violence de la raison. Donc je ne doute pas que ce mantra finira par se dissiper parce qu'il n'a pas d'emprise, parce qu'il n'a pas de consistance et surtout parce qu'il n'a pas d'illustration, qu'il n'a pas de démonstration. Donc je sais que ça va finir par s'évanouir. Et ce que vous avez fait pendant ces quelques jours de débat, en améliorant ce texte, avec la hauteur et la qualité des propos que vous avez tenus tous, avec le sérieux avec lequel ces échanges ont pu avoir lieu, a déjà contribué à faire reculer ce mantra, a déjà contribué à faire en sorte que, comme nous y invitait Wittgenstein, comme il nous y invitait à lutter contre l'ensorcellement de notre entendement par les moyens du langage. Dommage que son nom ait été aussi différent. Voilà pour l'adoption de la réforme pénale. C'était hier soir au Sénat. Vous l'avez vu, l'ensemble des forces de la gauche se sont rassemblées pour adopter ce texte, tandis que l'UMP et les centristes ont voté contre, à l'exception notable de Jean-René Lecerf, sénateur UMP, qui lui s'est abstenu. Vous l'avez vu, le texte a été profondément modifié par le Sénat. Prochaine étape, eh bien, la commission mixte paritaire qui devrait se réunir le 8 juillet. Commission mixte paritaire qui réunit 7 députés, 7 sénateurs qui vont devoir se mettre d'accord sur une version commune du texte. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire ce soir à 19 h pour 24 h Sénat, présenté par Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.